Nous allons maintenant détailler chaque axe thérapeutique. L'arrêt du tabac est aussi essentiel que le traitement de fond car il permet de ralentir l'évolution de la maladie. Je ne développe pas dans ce chapitre les modalités du sevrage tabagique, mais elles sont disponibles et détaillées dans la recommandation de bonne pratique de l'HAS de 2014. Il faut surveiller le maintien d'une bonne activité physique, car la sédentarité et l'absence d'activité physique sont des facteurs de risque d'aggravation de la maladie. Pourquoi ? Lors d'un effort physique, les muscles bien entraînés sécrètent moins d'acide lactique et éviteront aux patients de devoir hyperventiler pour compenser l'acidose lactique générée par l'effort. Il faut encourager une activité physique fréquente et adaptée aux patients, 2 à 3 fois par semaine, en plus des petites activités quotidiennes comme descendre et monter les escaliers ou encore se déplacer à pied. Cette activité physique peut faire partie du programme de réadaptation respiratoire que nous détaillerons plus loin. Concernant la prise en charge nutritionnelle, nous l'avons déjà vu, la surveillance de l'IMC est importante car un IMC inférieur à 21 a un impact négatif sur la mortalité à 4 ans d'après le score Bode. Tous les professionnels sont concernés et le poids doit être mesuré tous les 6 mois. En cas de risque de dénutrition ou perte de poids avérée, il faut surveiller le poids tous les mois. En cas d'obésité, l'objectif premier n'est pas la perte de poids, mais l'entretien de la masse musculaire avec une activité physique suffisante. Le cas échéant, on pourra orienter le patient chez le diététicien, mais il est nécessaire d'informer le patient de l'importance de la surveillance du poids dès le début de sa prise en charge. Maintenant, nous allons nous intéresser au traitement de fond de l'obstruction bronchique et de la dyspnée. Le traitement des exacerbations sera traité dans un chapitre dédié. Le traitement pharmacologique repose essentiellement sur les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes inhalés. Je reviendrai sur les traitements pharmacologiques dans un chapitre dédié en rappelant notamment quelles associations existent, quels dispositifs de prise avec les correspondances entre DCI et non commerciaux. Pour le moment, rappelons-nous les 2 familles principales de bronchodilatateurs. Il y a les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques. Les bêta-2 mimétiques ont pour effet de relaxer les muscles lisses bronchiques. Il y a les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, aussi appelés SABA, comme Short Acting Beta Agonist, super connus, salbutamol et terbutaline. Il y a ceux de longue durée d'action, aussi appelés LABA dans les publications, Long Acting Beta Agonist. On les reconnaît au suffixe térol, formotérol, salmétérol, indacatérol, holodatérol, vilantérol. Les anticholinergiques ont un effet bronchodilatateur moindre obtenu par l'inhibition du système parasympathique, ayant notamment pour conséquence la relaxation des muscles lisses. Le suffixe familial est IOM. En courte durée d'action, aussi appelé SAMA, comme Short Acting Muscarinic Antagonist, il y a ipratropium. En longue durée d'action, aussi appelé LAMA, Long Acting Muscarinic Antagonist, il y a glycopyrronium, thiotropium et humeclidinium. Les corticostéroïdes inhalés vont agir sur l'inflammation, mais en contrepartie peuvent favoriser la survenue de pneumonie et sont donc à utiliser avec précaution. Ils ont pour suffixe ésonide ou azone, budésonide, cyclésonide, fluticasone, beclométasone, mométasone. Alors quel bronchodilatateur choisir pour mon patient ? À quel moment doit-on démarrer un traitement de fond par bronchodilatateur de longue durée d'action ? Si le patient présente des symptômes épisodiques, on lui prescrit un bronchodilatateur de courte durée d'action à la demande, salbutamol, terbutaline ou ipratropium. Si la dyspnée devient quasi quotidienne ou si le patient a des exacerbations fréquentes, on passera à un traitement de fond quotidien avec bronchodilatateur de longue durée d'action. On a le choix, LABA ou LAMA, tout en privilégiant un LAMA si les exacerbations sont fréquentes. Vous vous souvenez des noms ? Pour les LABA, formotérol, salmétérol, indacatérol, holodatérol, et pour les LAMA, glycopyrronium, thiotropium, humeclidinium. Quelque temps plus tard, le patient dit que malgré le traitement, il est toujours gêné par sa dyspnée ou il continue à faire des exacerbations. Faut-il modifier le traitement ? Dans ce cas de figure, il faut d'abord vérifier si la prise est correcte et compliante, que le dispositif de prise est maîtrisé, mais aussi que le patient ne fume plus. La première possibilité est de changer de classe thérapeutique. LABA ou LAMA, on intervertit. Ou alors, on passe à une bithérapie. 2 possibilités. Si la dyspnée est le symptôme principal, on choisit l'association LABA plus LAMA. Si l'échec se manifeste par des exacerbations fréquentes sans dyspnée significative, on choisit l'association LABA plus corticostéroïdes inhalés, et ce d'autant plus s'il y a une composante asthmatique ou atopique chez le patient. Il ne faut pas oublier qu'il existe un risque de pneumonie avec les corticostéroïdes inhalés
Et si cela se produit, on arrête les corticostéroïdes inhalés et on choisit une association LABA plus LAMA. Enfin, si malgré l'association des deux bronchodilatateurs, la BPCO n'est pas équilibrée ou si la BPCO est d'emblée sévère avec un VEMS inférieur à 50%, il faut adresser le patient chez le pneumologue pour qu'il mette en place et confirme la nécessité d'une trithérapie LAMA plus LABA plus corticostéroïdes inhalés. D'autres traitements peuvent aussi s'avérer utiles, comme la théophiline, si dyspnée au premier plan, ou encore une antibioprophylaxie par macrolide si les exacerbations sont fréquentes. Une autre façon de faire est de raisonner à partir de la classification internationale GOLD, ce qui revient globalement au même, mais nécessite de calculer le CAT, le COPD Assessment Test. On a donc, dans le groupe A, un patient peu symptomatique et peu exacerbateur. Il nécessite un bronchodilatateur de courte durée d'action à la demande, SABA ou SAMA. Dans le groupe B, patient peu exacerbateur mais dont les symptômes sont quotidiens, une dyspnée MMRC supérieure ou égale à 2 ou un CAT supérieur ou égal à 10, on instaure un traitement de fond par LABA ou LAMA. Groupe C, les patients sont peu symptomatiques mais profil exacerbateur avec au moins 2 exacerbations modérées par an ou une avec hospitalisation, on préférera un LAMA. Groupe D, les patients sont symptomatiques et exacerbateurs, prescription en priorité d'un LAMA, mais si le patient est très symptomatique avec un CAT supérieur à 20, il faudra une association LABA plus LAMA, ou encore si les éosinophiles sont supérieurs à 300 par mm3, ce sera plutôt un LABA plus un corticostéroïde inhalé, mais le taux des éosinophiles n'est pas encore validé par l'HAS, des études complémentaires sont en cours. Un petit rappel en passant, en dehors de ces bronchodilatateurs, les antileucotriènes, antitussifs, mucolytiques, corticothérapie orale de courte durée ou long cours ne sont pas recommandés et les antitussifs opiacés, eux, sont contre-indiqués. Pas de contre-indication en revanche pour les bêta-bloquants à condition qu'ils soient cardiosélectifs, mais il faut rester vigilant si la BPCO est sévère. On a acébutolol sectral, athénolol ténormine, bisoprolol cardanciel, céliprolol sélector, métoprolol lopressor, nébivolol témérite. Même si le risque de bronchoconstriction est faible, on peut toujours leur préférer une autre famille d'antihypertenseurs. Enfin, pour les experts ayant rédigé ce guide, les médicaments susceptibles de provoquer une dépression respiratoire, benzodiazépines, neuroleptiques, sédatifs, opiacés, sont en principe contre-indiqués en cas d'insuffisance respiratoire chronique, mais peuvent être utilisés avec prudence, notamment avec surveillance gazométrique. À un stade ultérieur et quand elle devient nécessaire, l'oxygénothérapie de longue durée, OLD, peut être prescrite et renouvelée uniquement par le pneumologue. Les signes d'appel sont un VEMS inférieur à 30, parfois inférieur à 50%, cyanose, polyglobulie, signe d'insuffisance cardiaque droite, une saturation en oxygène inférieure à 92% en air ambiant. 3 gaz du sang seront nécessaires, 2 à 15 jours d'intervalle en air ambiant pour confirmer l'indication, et le troisième pour la titration du débit d'oxygène. Le rôle du médecin généraliste consiste à surveiller si premièrement elle est bien administrée dans de bonnes conditions, et deuxièmement si elle est bien tolérée. Voici quelques points importants. Le patient doit en recevoir minimum 15 heures par jour pour qu'il y ait un impact positif sur le pronostic. Si le patient fume encore, il est important d'encourager et d'accompagner le sevrage. Et si malgré toute l'aide proposée, le patient fume toujours, la HAS conclut que l'OLD ne devrait pas être prescrite. L'objectif est d'avoir une saturation en oxygène supérieure ou égale à 90% et une pression en oxygène supérieure ou égale à 60 mm de mercure. Il faut donc prévoir des gaz de sang de contrôle dans les 3 mois suivant l'instauration. Ils peuvent être faits en air ambiant pour mesurer la capnie, sinon sous oxygène. Il faut aussi se rappeler que le débit en oxygène ne doit pas être trop important chez un patient hypercapnique chronique, au risque de générer un arrêt respiratoire par hypoventilation. La surveillance de la tolérance consiste à surveiller la survenue de manifestations d'hypercapnie, comme les céphalées, mais aussi la survenue de lésions cutanées suite au port du masque. L'oxygénothérapie de déambulation peut être proposée pour améliorer la tolérance à l'effort et la mobilité. La VNI ou ventilation non invasive sera indiquée au cas par cas après décision multidisciplinaire. En gros, cela concerne les patients ayant un syndrome d'apnée du sommeil, mais surtout les BPCO sévères avec un VEMS inférieur à 50%, donc celles suivies par les pneumologues. Juste un mot pour se rappeler les 3 types d'interventions qui existent en cas d'emphysème important.
Il y a la pose de valve endobronchique par endoscopie qui permet de réduire la survenue de pneumothorax lié à l'emphysème. Cette intervention est prise en charge depuis 2019. Plus classiquement, on peut aussi avoir recours à la chirurgie de réduction d'emphysème ou encore la transplantation pulmonaire. Il est important d'adresser les patients insuffisants respiratoires au pneumologue pour qu'il les rapproche sans retard d'un centre de greffe. Les prises en charge de la BPCO et des comorbidités sont intriquées. En effet, les causes peuvent être communes, les symptômes communs, et la part de l'une ou l'autre n'est pas toujours évidente. De plus, la BPCO a un impact négatif sur les comorbidités et inversement. Cela nous remet à l'esprit l'indispensable globalité de la prise en charge du patient. Le choix du traitement de la BPCO est le même, quelles que soient les comorbidités, et la BPCO n'entraîne pas de modification des autres traitements. Avec bon sens, il faut protéger les patients contre les infections respiratoires, grippe et pneumocoque. La vaccination antigrippale sera faite tous les ans et la vaccination antipneumococcique sera administrée selon les recommandations vaccinales. Le patient doit recevoir le vaccin pneumocoque conjugué 13 valent, le VPC13, une fois et le vaccin pneumocoque polyosidique 23 valent, VPP23, tous les 5 ans. En pratique, ça donne quoi ? Si mon patient n'a jamais reçu de vaccin antipneumococcique, on commence par le VPC13, puis 8 semaines après, on fait le VPP23 et par la suite, le VPP23 sera renouvelé tous les 5 ans. Si mon patient est déjà vacciné par VPC13, il faut juste prévoir un VPP23 tous les 5 ans. Si mon patient a été vacciné uniquement par VPP23, il faut faire un VPC13 au moins 1 an après le dernier VPP23, puis continuer VPP23 tous les 5 ans en gardant comme dernier repère le dernier VPP23. Comme toute pathologie chronique, l'implication du patient dans sa prise en charge a un impact positif. Diminution de la fréquence des exacerbations, des hospitalisations et amélioration de la qualité de vie. Il doit acquérir un certain nombre de compétences afin d'être en autogestion dans certaines situations, comme par exemple de pouvoir adapter son traitement, voire de démarrer une antibiothérapie en cas d'exacerbation. Les acquis du patient doivent être évalués à chaque consultation. L'éducation thérapeutique peut se faire à ce moment-là ou encore dans un cadre plus officiel, en formation de groupe ou individuelle. Sur le plan social, il est toujours utile d'avoir recours à un assistant social pour vérifier quelles aides matérielles et ou financières peuvent être mises en place. Pour les patients qui travaillent, un dialogue avec le médecin du travail est recommandé pour, en cas de besoin, pouvoir adapter le poste de travail. La déclaration d'ALD numéro 14 pour insuffisance respiratoire secondaire à une BPCO concerne uniquement les BPCO sévères si un des 3 critères d'éligibilité est présent, VEMS inférieur à 50%, PaO2 inférieur à 60 mm de mercure ou pression en CO2 supérieure à 50 mm de mercure. Le patient doit toujours donner son accord au préalable. En fonction du contexte, ce pourra aussi être une déclaration de maladie professionnelle en prévenant le patient que cela implique la levée du secret médical car le diagnostic sera dès lors connu de l'employeur. Chez les personnes âgées, une évaluation gériatrique globale sera toujours bénéfique. Si la possibilité existe dans la région, on inscrira le patient au sein du dispositif PAERPA permettant la coordination des soins pour les personnes âgées de plus de 75 ans à risque de perte d'autonomie. Sinon, un PPS, plan personnalisé de soins, sera réalisé avec le pneumologue. Et même si le sujet est toujours délicat à aborder, l'évolution de la BPCO étant imprévisible, il est important de renseigner le nom d'une personne aidante et de proposer aux patients d'établir des directives anticipées via le formulaire proposé sur le site de l'HAS par exemple. Un dernier point sur la réadaptation respiratoire. C'est un programme de prise en charge globale et multidisciplinaire qui s'adresse aux patients dyspnéiques au quotidien, ayant un score de dyspnée MMRC supérieur ou égal à 2. Globalement, il permet de couvrir tous les objectifs thérapeutiques et sociaux que nous venons de voir et fait intervenir de nombreux professionnels, médecins généralistes, pneumologues, infirmiers, kinés, ergothérapeutes, diététiciens, psychologues pour gérer le stress induit par la dyspnée, psychomotriciens, cardiologues, médecins MPR ou médecins addictologues si besoin. Il est important qu'un des intervenants soit nommé comme référent. L'efficacité de ce programme a été démontrée sur la dyspnée, la capacité d'exercice, la qualité de vie et la consommation de soins. En pratique, la réadaptation respiratoire doit être prescrite par le médecin généraliste ou avec le soutien du pneumologue dès que le patient présente une dyspnée impactant ses activités quotidiennes. En parallèle ou avant, il faut programmer une épreuve d'effort dont les résultats permettront aux kinés d'adapter leur prise en charge. Pour les patients en ALD, il existe une cotation spécifique.
Pour les patients non ALD, il vaut mieux que la réadaptation respiratoire se déroule dans des structures dédiées. Et l'annuaire des structures et des professionnels réalisant la réadaptation respiratoire dans chaque région est disponible sur le site de la SPLF, Société de pneumologie de langue française. Voici ce qu'il faut écrire d'après l'ordonnance type proposée par les experts. Séance de réadaptation respiratoire kinésithérapique pour maladies respiratoires chroniques obstructives.